2-3 secondes, d'accord. Bonjour tout le monde. On attend encore quelques instants. Je vous fais tourner une petite vidéo pendant que vous patientez pour que toutes les personnes se connectent. Et après ça, on va lancer la présentation. Quelques secondes. Bon, je propose qu'on y va. Donc, bienvenue à cette présentation, petit webinar qui sera assez court, de maximum 1 heure, pour qu'on puisse tout déjeuner après, sur le recrutement post-Covid ou Air Covid. L'idée étant d'apporter quelques réponses supplémentaires. Alors, je vous préviens d'avance, les choses n'ont pas été révolutionnées en 1 an, donc il y a eu quelques changements. L'idée, c'est de vous apporter donc un peu de conseils pour vous aider à mieux recruter demain dans un marché en pénurie. Alors, je me présente rapidement, je m'appelle Bénédicte Souitet, je travaille chez Hayes depuis 2003, donc j'ai à peu près 18 ans d'expérience dans le monde du recrutement et je m'occupe d'une activité particulière qui est l'audit expertise, mais cette présentation a pour objectif d'être un peu plus généraliste parce qu'on a des personnes de tous bords. Donc, l'idée, c'est déjà de citer ce qui a pu changer en 1 an. Alors, concrètement, je vais en dire le grand changement, c'est le télétravail. Donc, ce qui était quelque chose un peu en naissance il y a 1 an et demi, et maintenant acquis. Désormais, si on veut recruter, il faut avoir un plan télétravail en place. Sinon, les personnes ne vont pas vouloir ou vont avoir plus de mal à recruter. Il y a aussi tout un aspect entretien par vidéo qui a un peu bouleversé au début. On avait des recruteurs qui avaient du mal avec le principe de ne plus voir les gens en physique. D'ailleurs, beaucoup de recrutements ont été suspendus pour cette raison-là, et au fur et à mesure qu'on avançait, il fallait avancer, donc du coup, les gens sont habitués. Il y a le travail à distance, donc c'est un élément de confiance. On parle là, avant tout de pouvoir responsabiliser les gens et que les dirigeants aient envie de lâcher la supervision directe de leurs collaborateurs. Il y a des difficultés évidemment dans la création d'une culture d'entreprise. Quand les gens ne sont pas là, c'est très difficile de vendre, de créer une ambiance, une culture, un cadre dans lequel les gens sont contents de travailler. Et d'ailleurs, la fidélisation devient plus difficile, forcément. On a remarqué chez Hayes d'ailleurs que la demande était le télétravail. Les gens sont désormais en télétravail et pourtant, ils ne sont pas forcément ravis parce que du coup, ils se plaignent de ne plus avoir de culture d'entreprise. C'est quelque chose qui est très difficile à, à, à équilibrer, si vous voulez. Ce qui ne change pas, c'est que les marchés qui étaient en pénurie auparavant, beaucoup le sont toujours aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il y a eu moins de recrutement en période Covid, moins de départs, mais il n'y a pas de modification au fond dans ce marché de l'emploi. Il y a toujours des difficultés à trouver des compétences. Il y a toujours la nécessité du coup de vendre un poste, il y a toujours la nécessité d'avoir au moins un entretien physique, parce qu'avant tout, on recrute quelqu'un pour travailler avec soi, donc il faut quand même savoir avec qui on va travailler, et la vidéo est plus difficile. Ce qui ne change pas, on va parler avant tout d'un sujet qui, je pense, beaucoup de recruteurs
n'intègre pas forcément entièrement. C'est une problématique de localisation. On a encore, on a toujours, et on aura toujours, même avec le télétravail, une nécessité de bien choisir là où on va s'installer, là où on va mettre ses bureaux, son usine, son établissement, pour attirer les gens qui sont susceptibles de travailler chez nous. Alors moi, je vais parler plutôt du monde du cabinet, mais c'est évidemment quelque chose qui se répète sur tous les secteurs d'activité. C'est aussi quelque chose qui est qu'on peut retrouver partout en France. Moi, je vais vous faire un focus sur l'Île-de-France, mais pour vous montrer justement l'intérêt de réfléchir à cet aspect-là. Concrètement, il faut que votre cabinet ou votre entreprise soit accessible aux salariés. Alors, si on regarde le bassin d'emploi de l'Île-de-France aujourd'hui, bon, on voit qu'il y a une concentration dans le centre, évidemment, et après ça, on a des zones où, concrètement, les gens habitent. Et pourquoi ils habitent dans ces zones-là? Parce qu'il y a des lignes de transport qui permettent d'y accéder. Alors, jusqu'à là, rien de spécial, hein. Je ne veux pas dire que je révolutionne les choses, mais il faut en avoir conscience. Maintenant, si on regarde les lieux d'habitation des profils, on se rend compte que finalement, ils vont habiter dans des zones particulières. Là, je prends le cas de personnes qui travaillent en audit financier. Vous voyez qu'il y a une forte concentration de ces personnes dans Paris et dans l'Ouest parisien, parce que c'est des profils qui sont relativement bien payés et donc peuvent se permettre de payer des loyers relativement élevés. Là où, en expertise comptable, donc des profils qui travaillent en comptabilité, ben, c'est plus équilibré au niveau de l'Île-de-France. C'est des personnes qui gagnent moins et donc du coup ont tendance à aussi habiter un peu plus loin. Et après ça, si on part sur des profils en paye, ben, vous voyez que finalement, il y en a très peu qui habitent dans Paris et qu'on se retrouve avec des gens qui habitent assez loin. Ce qui veut dire que quand vous êtes installé, par exemple, dans une zone difficile d'accès, je vais prendre par exemple le 15e ou le 14e de sud de Paris, c'est des zones qui sont difficiles d'accès au niveau des transports, relativement parlant, hein, c'est relatif. Bah, du coup, les salariés qui viennent par des transports qui arrivent ailleurs que dans le sud vont choisir des établissements qui sont dans des zones accessibles. Ce qui veut dire que si vous cherchez un gestionnaire de paye et vous êtes situé dans le sud de l'île de Paris, vous allez avoir plus de mal à recruter que les personnes qui habitent, qui sont installées dans le nord de Paris. C'est quelque chose que vous allez probablement retrouver dans toutes les différentes villes de France, toutes les grandes villes de France, et c'est un élément sur lequel il faut se baser quand on est dans un marché de pénurie. J'ai un cabinet, par exemple, qui a décidé, pour des raisons de loyer, de déménager du centre de Paris, donc du 8e arrondissement, ici, pour s'installer à Boulogne. Ils sont passés d'une problématique de recrutement qui était déjà pas évident à une problématique de recrutement ici à Boulogne catastrophique. Parce que ils sont passés d'une zone très accessible à une zone peu accessible par leur population. Et c'est ça qui est important, parce que c'est pas toujours la même chose avec d'autres populations. Donc il faut garder ça à l'esprit quand vous choisissez. Donc, si jamais vous décidez de déménager, posez la question à un recruteur de savoir où habitent généralement les salariés que vous recrutez le plus. Alors, deuxième aspect dans cette partie recrutement, qui n'a pas sens, c'est qu'il faut bien identifier le profil qu'on va recruter. L'autre jour, c'était un recrutement d'un collaborateur pour un poste qui finalement était mal défini, ce qui fait que le collaborateur a intégré un poste qui n'était pas pour lui. Il a duré 2 mois, ils ont mis fin à sa période d'essai, il va trouver autre chose, le cabinet se remet à rechercher. Et tout ça parce que finalement, le cabinet ne s'est pas posé les bonnes questions dans le cadre de son recrutement. Alors là, je vous ai fait une liste de questions qu'il faut poser lorsqu'on recrute, par exemple, dans le monde du cabinet, mais c'est le même schéma, qu'on soit dans d'autres secteurs d'activité. Posez-vous les bonnes questions, assurez-vous qu'il y a un vrai besoin,
que la personne recrutée va répondre à une problématique précise et après ça, aller chercher ce profil qui correspond à ce que vous recherchez. Le grand changement, évidemment, c'était le travail. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est devenu quasi obligatoire. J'ai un client, un cabinet avec lequel je travaille, qui souffre d'un turnover très important parce que les associés refusent le télétravail. Les gens en ont marre, tout le monde fait du télétravail, nous on n'en fait pas, ben on s'en va. Et comme on est dans un marché en pénurie, ben évidemment on peut se permettre. Donc j'ai appelé le cabinet pour leur dire qu'il fallait peut-être qu'ils envisagent de mettre en place quelque chose. Alors c'est une mentalité, c'est difficile, ils ont du mal avec le principe. C'est devenu un élément de recrutement de base, comme je vais faire quelque chose, un exemple qui est commun à tout le monde, et je trouve pas. Mais c'est devenu un élément de recrutement basique qu'on peut aujourd'hui ne pas primer, ne pas le proposer. Évidemment, si la fonction le permet, si c'est des postes où il faut être en présentiel parce que c'est la manutention ou ce genre de choses, évidemment, le télétravail est plus difficile. Mais dans des métiers où le télétravail est aujourd'hui possible et entièrement possible, vous ne pouvez plus vous permettre de ne pas le proposer. Du coup, le recrutement et la fidélisation en souffrent s'il n'y en a pas. Ce qui ne change pas, c'est la nécessité d'être réactif. C'est un marché où il faut en permanence, quand on lance un recrutement, être sur le qui-vive. Vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre. J'ai un cabinet aujourd'hui qui m'a envoyé un mail pour dire qu'ils avaient rencontré quelqu'un qui était très bien, mais qui allait prendre une décision en juillet. Moi, je lui ai envoyé un mail pour dire, malheureusement, en juillet, la personne aura déjà trouvé et que je lui conseille de se positionner plus rapidement. Soit il n'est pas intéressé, soit il est intéressé et il faut avancer. Donc, je vous conseille de garder toujours ça à l'esprit. Nous avons fait une expérience il y a l'année dernière, justement, sur cette problématique de réactivité, où on a mis un CV fictif en ligne pour voir combien de personnes appelaient la personne. En une journée, on a reçu 31, 32 appels. Alors évidemment, on n'a pas répondu parce que c'est un CV fictif. Mais on a reçu 32 appels en une journée pour un CV bien, mais pas non plus exceptionnel. C'est pas quelqu'un qui sortait d'une grande école ou quoi que ce soit. C'est juste un profil qui était en pénurie. Donc, il faut savoir que si vous prenez du temps à vous décider, à vous positionner, le collaborateur, il va vous échapper. Alors justement, on pose la question à nos collaborateurs, quels sont les canaux que vous utilisez le plus pour rechercher un poste? Voilà, vous voyez le tableau, c'est les sites internet, c'est les réseaux professionnels et c'est les cabinets de recrutement. On est sur une population qui est aujourd'hui, et l'a toujours été depuis très longtemps, dématérialisée, les recrutements se font en ligne. Avec le télétravail, évidemment, ça facilite les recherches d'emploi, ça facilite les entretiens parce qu'on peut le faire à la maison. Donc ça fluidifie encore plus et ça rend plus rapide les recherches et les recrutements. Mais il y a un élément que je pense est important dans ce tableau, et si vous ne l'avez pas, c'est le site web de la société. Aujourd'hui, j'ai un collaborateur que je voudrais positionner sur plusieurs postes. La première chose qu'il fait, c'est qu'il va voir le site internet. Et d'ailleurs, il me rappelle pour me dire, ben non, en fait, je ne peux pas y aller parce qu'il n'y a pas le mot risque que je recherche dans le poste. Alors, j'ai beau lui dire, mais attendez, c'est pas parce que c'est pas marqué qu'ils n'en font pas. Mais les cabinets et les entreprises qui n'ont pas de site internet du tout vont avoir plus de mal encore à recruter parce que aujourd'hui, la vitrine de l'entreprise passe par un site internet. Comment aimez-vous postuler? Alors, ce tableau est pas tant intéressant sur le fait que tout le monde postule par email ou ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de différence intergénérationnelle. Concrètement, tout le monde fonctionne à peu près de la même manière. On parle de clivage entre les générations. Il y a effectivement des clivages par-ci par-là, mais en réalité, les choses n'ont pas véritablement, il n'y a pas de vraie différence. Ils ne sont pas beaucoup changé. Les gens continuent à chercher par Internet
et quelle que soit la génération. Euh, Si on revient toujours sur cette question de pénurie, lorsque vous examinez une offre d'emploi, quels sont les éléments les plus importants qui vous incitent à postuler? Pourquoi je pose cette question? Pourquoi je mets ce tableau? C'est que ce qui est important, quand on a bien présenté son offre, quand on a bien posé son offre d'emploi et son besoin, de bien le présenter. Ce qui est intéressant, et je vais en parler tout à l'heure, c'est de voir les différences entre certains recruteurs qui savent exactement ce qu'ils veulent dans leur esprit, mais qui ont du mal à l'exprimer, et d'autres qui ont des offres moins intéressantes, mais qui savent l'exprimer, et la façon dont réagissent les collaborateurs, et la façon dont ils sont rassurés d'un côté, celui qui est carré, il sait ce qu'il veut, et l'autre qui est un peu plus fou. Et là, en l'occurrence, dans une offre d'emploi, ce qui est important, c'est de bien présenter ce que va faire la personne. C'est évident, mais il faut bien le faire. Et parfois, on voit des annonces avec une ou deux lignes maximum sur un poste qui finalement pourrait être plus développé, avec plus de choses et de plus vendeur. Il faut que le collaborateur se projette dans votre entreprise. Parce que on parle avant tout maintenant d'expérience candidat. Surtout dans un monde dématérialisé où en plus les entretiens se font par visio, il faut que vous marquez les esprits du collaborateur. Il faut que la personne, quand elle a un premier contact avec vous, elle se rappelle de vous. Et je prends un exemple qu'on voit régulièrement. Le candidat vous appelle, et on fait un point, et je lui demande, alors vous en êtes où dans votre recherche? Question classique. Et là, il va me dire, bah, j'ai 2-3 entretiens. Ah oui, d'accord, vous avez rencontré qui? Et là, il va me dire, bah, ce matin, j'étais en entretien dans un cabinet dans le 8e. Je ne me rappelle plus du nom. Et c'est terrible. Ça veut dire qu'il s'est déplacé, ayant eu un contact téléphonique, ayant postulé, ayant reçu un mail probablement de confirmation. Il est passé dans le cabinet, il a rencontré une personne, il a passé 1 heure et il ne se souvient pas du nom du cabinet. Et ce cabinet-là, et c'est la même chose pour les entreprises, va souffrir parce que cette personne sort du rendez-vous et d'autres vont vendre leur organisation, vont être plus dans la création du lien et c'est eux qui vont gagner à la fin. Donc, il faut réfléchir expérience candidate. Il faut créer un lien avec le collaborateur. Appelez toujours le collaborateur. Si vous passez par un cabinet de recrutement, bon, c'est nous qui vous propose le collaborateur, on a présenté le poste, mais au lieu de demander au cabinet de recrutement d'organiser l'entretien, ce qu'on peut faire évidemment, appelez-le directement. Vous avez créé ce premier lien, il y a plus de chances déjà qu'il accepte l'entretien, parce que c'est quand même plus difficile de dire non à vous qu'à moi. Deuxièmement, il y a plus de chances qu'il va, s'il est sollicité et il a 10 entretiens, mais qu'il a eu vous en ligne pour un entretien et moi pour les 2 autres, ben, il peut m'appeler pour dire en fait, monsieur Witted, j'ai pas envie d'y aller. Il sera plus réticent à vous appeler directement pour dire, bah, en fait, je ne vais pas. Donc, vous créez du lien, vous le verrouillez dans votre processus. Troisième chose, que je ne vais pas marquer, mais je pense à l'instant, proposez tout de suite plusieurs rendez-vous si vous comptez le voir 2 ou 3 fois. Plus il est chez vous en entretien, moins il est chez les autres en entretien. D'accord? Donc, plus il a son agenda bouclé avec vous, moins il peut prendre des entretiens avec d'autres. Évidemment, confirmer tout ça par mail, laisser des traces écrites, pas parce qu'il faut laisser une trace écrite spécifiquement, mais parce que ça cimente la recherche, ça cimente le rendez-vous. Alors, les recrutements par visio. C'est un sujet, comme je vous disais, en avril 2020, qui était un peu touchy, on ne voulait pas, c'était pas bien, etc. Aujourd'hui, c'est devenu la norme pour beaucoup de personnes parce que c'est pratique. C'est pratique, surtout dans un marché en pénurie. Encore une fois, vous êtes dans un marché où il y a plein de personnes. C'est quand même plus facile de leur demander de venir vous voir. Mais quand vous êtes dans un marché où il n'y a pas grand monde, c'est difficile de les obliger à venir parce qu'ils ont d'autres options. Et si vous êtes 3 ou 4 à proposer un entretien en vidéo et l'autre fait un entretien en physique,
eh ben, il va pouvoir plus facilement faire son entretien en vidéo, et puis en physique, ben, ça veut dire qu'il faut que je me dépasse. Voilà. Donc, l'avantage surtout de la vidéo, c'est que c'est plus rapide, c'est pratique. Alors, pour vous et pour le candidat, parce que pour vous, ça nous permet de faire ça en milieu de journée, entre midi et 2, à 15 heures. Voilà. Comme les gens sont souvent en télétravail maintenant, c'est plus facile de faire ça en journée aussi. Euh, ça permet aussi de dégrossir le profil et en discuter de manière moins intense qu'un entretien. Ce qui veut dire que si au bout de 20 minutes, vous vous rendez compte que ça ne va pas faire l'affaire, c'est quand même beaucoup plus facile d'arrêter que au bout de 20 minutes, si la personne a fait 1 heure de transport pour vous rencontrer, tu es en train de boire son café parce que vous avez fait l'effort de bien l'accueillir, de dire bon, au bout de 15 minutes, 20 minutes, bah, c'est bon, écoutez, je suis désolé, c'est pas bon. Et à côté de ça, comme vous avez la possibilité d'être réactif, parce que vous pouvez proposer un entretien l'après-midi même tout de suite, dès que vous avez le candidat en ligne, ben, ça veut dire que vous avez une longueur d'avance. Et donc, du coup, le collaborateur, il rentre dans votre euh, processus de recrutement plus vite que si c'était un entretien physique 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard. Alors, évidemment, les inconvénients, c'est plus difficile de prévenir. Effectivement, on a du mal à sentir la personne, à vendre sa personnalité, à vendre l'ambiance du cabinet, vendre le cadre, vendre tous ces éléments, c'est plus difficile. Et donc, du coup, c'est plus difficile de faire rentrer le collaborateur dans cette, ce que j'appelle l'expérience que vous voulez lui transmettre pour qu'il accepte ces mots. Mais c'est pour ça qu'il faut faire un deuxième rendez-vous en physique. Et je conseille toujours de faire un entretien en vidéo, si c'est physique, tant mieux, mais sinon en vidéo et un deuxième entretien en physique. Du coup, quelques conseils au niveau de la vidéo, et ça, c'est vraiment les changements. Et après un an d'entretien que j'ai passé avec des centaines de candidats, on sort des choses qu'on pense être importantes. Euh, donc, évidemment, encourager dès que possible le premier entretien en physique, si c'est possible, mais si c'est pas possible, entretien vidéo. Et lors de l'entretien vidéo, faites attention. Choisissez un fond professionnel. L'idée, c'est de marquer les esprits. Encore une fois, expérience candidat, expérience candidat, expérience candidat. Donc, marquez les esprits. Vous voyez derrière moi, j'ai un fond. J'ai un fond AISE qui fait relativement professionnel. Je vais vous montrer, en fait, si je peux, ce que j'ai comme fond réel derrière moi. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai derrière moi. Je suis chez moi. C'est moyennement professionnel, c'est pas affreux. Et l'idée, c'est que à la fin de cette conférence, vous aurez vu AISE pendant une demi-heure, 40 minutes. Et donc, du coup, vous allez sortir de cette conférence en disant, ben, j'ai vu quelqu'un de chez AISE. Alors, peut-être que vous n'avez pas souvenir de moi. Et l'idée, c'est que pendant l'entretien, même chose, c'est que pendant tout cet entretien, ils voient votre logo. Ils voient peut-être vos locaux. Si vous avez des locaux qui sont superbes avec votre logo derrière, ils voient quelque chose et ils sortent de l'entretien marqué par ce fond d'écran et votre marque et votre logo. Et comme ça, à la fin de l'entretien d'une heure, une demi-heure, 20 minutes, je ne sais pas quoi, eh ben, quand il dira j'ai rencontré quelqu'un, il va pas dire j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré machin bidule. Assurez-vous d'être bien habillé, évidemment, arrivez à l'heure, etc. Ça va de soi. Mettez-vous dans votre contexte professionnel standard. Évitez de fumer, évitez de boire. Je ne dis pas éviter de fumer, mais j'en ai eu une tout à l'heure qui fumait pendant l'entretien. Mettez-vous dans un cadre où la personne va pouvoir se projeter. Si vous êtes une start-up et l'uniforme de travail, c'est le t-shirt et le jean, mettez-vous dans ce cadre-là avec le background. Prévoyez toujours à la fin de l'entretien, et ça c'est hyper important. Trop d'entretien, c'est on vous tient informé. Et pour moi, ça c'est pas vraiment prévoir la suite. Si vous prévoyez la suite de manière concrète, je en discute avec mes associés aujourd'hui ou avec ma DRH, ou je prends le temps de la réflexion. Je vous rappelle demain et on fixe un deuxième entretien avant vendredi ou je sais pas quoi. Donnez des échéances pour que la personne puisse se projeter et du coup, elle reste encore chez vous.
entre guillemets, reste dans votre processus. Évidemment, préparez votre entretien. Ça va de soi. Si vous avez préparé votre présentation comme je vous ai montré tout à l'heure avec toutes les questions, normalement, cette partie doit être assez simple parce que c'est clair. Et je reviens sur ces deux recruteurs. J'ai eu le cas précis du recruteur où la présentation était floue, claire dans son esprit, mais floue dans la présentation, et l'autre où la présentation était nette, claire, et pourtant, celui-là était meilleur, l'offre était fondamentalement meilleure que celui-là, ben, le collaborateur a choisi celui-là, parce qu'il se projetait, parce qu'il savait où y aller, parce qu'il savait l'air structuré et clair. Et celui-là, il avait du mal à recruter. En plus, il était à Boulogne. N'oubliez pas, en plus, que vous êtes constamment comparé. Donc, cette personne dans un marché en pénurie a d'autres offres. Donc, si vous êtes moyen, il va vous comparer à d'autres personnes qui sont bons. Alors, quelles questions à poser lors d'un entretien, selon le candidat ou le recruteur? Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a rien de très choquant. Les gens sont plus ou moins d'accord sur la nature des questions. J'aurais tendance à dire lors d'un entretien, cherchez les informations qui vous sont importantes, n'hésitez pas à poser vos questions de manière ouverte. Parce que l'idée, c'est de ne pas diriger le collaborateur vers la réponse que vous voulez. Je prends un cas de figure de mon secteur, donc c'est facile. On travaille sur un portefeuille de dossiers. Je ne vais pas lui demander une question fermée. Est-ce que vous travaillez sur 20 dossiers? Je vais lui demander, parlez-moi de ce que vous faites. Et naturellement, on va en découler les réponses. Là sur quoi le collaborateur estime est important. Alors, je disais que c'est britannique, donc de temps en temps, je perds mes mots. Et la personne, vous allez apprendre sur le collaborateur si lui, je pense que le collaborateur, que lui, il pense être important et essentiel pour lui. Alors, l'entretien physique, on revient toujours sur cette question d'expérience candidat, et là, des éléments ultra importants. Le mail avec évidemment l'adresse, lieu. Mettez, si vous l'avez pas, une signalétique dehors. Pour retrouver vos locaux, j'ai un cabinet où j'ai passé un quart d'heure à chercher la porte d'entrée. Alors moi, je veux le boulot, c'est-à-dire que je veux travailler avec lui parce que je veux recruter. Mais autant dire que si j'envoie des collaborateurs là-bas, ils vont avoir du mal à trouver. Proposez un café, soyez à l'heure, accueillez-le dans la plus belle salle du bureau et ne prenez pas d'appel pendant le rendez-vous. Si c'est tentant, ne le faites pas parce que c'est un manque de respect. Je pense que nous n'aimons pas quand les gens prennent des appels pendant que nous, on leur fait passer des entretiens et vice-versa. Assurez donc que le collaborateur sort du rendez-vous se souvenant de vous. Et ça passe par des choses très simples. Alors, par exemple, la plaquette sur le bureau, le logo affiché. Faites une présentation électronique s'il faut de votre organisme. Comme ça, vous montrez que vous êtes moderne, dématérialisé, etc. Et en plus, vous aurez le logo en permanence sur cette page. Un peu comme ce qu'on fait sur cette présentation. Prévoyez une piste toujours. Proposer un déjeuner pour les profils un peu importants, les managers, les postes clés. Parce que le déjeuner a l'avantage de permettre de personnaliser beaucoup plus, de permettre aux collaborateurs, aux candidats de se dévoiler et donc du coup de se projeter plus facilement chez eux. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça. Quels sont le nombre d'étapes acceptables pour un processus de recrutement? 2 à 3. Certains recruteurs insistent en 4 ou 5, c'est beaucoup. Et on perd du monde. C'est difficile de faire 4-5 entretiens en espace de 1 ou 2 semaines, sauf si vous faites tout d'un seul coup. Mais il faut après ça que le collaborateur soit disponible pour 4-5 entretiens. Donc, ne faites pas éterniser les entretiens, soyez efficace. Quelles sont les raisons de découragement d'un candidat pendant un processus de recrutement? Alors, c'est extrêmement important ça, parce que vous, l'objectif, c'est de recruter quelqu'un qui est en pénurie.
il n'y a pas grand monde sur le marché, donc vous avez du mal à les attirer. Et quand vous les trouvez, il ne faut pas qu'ils partent ailleurs parce que vous prenez trop de temps ou je ne sais pas quoi. Et là, justement, 49% des collaborateurs qui ont répondu, les candidats qui ont répondu, disent que le processus est trop long. Donc, le poste est peut-être intéressant, ils sont peut-être très intéressés par ce que vous proposez, mais finalement, parce que vous prenez trop de temps, ils vont ailleurs. Et ça, c'est dommage, parce que trouver ce collaborateur intéressé par votre poste, c'est déjà alors après, il y a peut-être des processus qui nécessitent trop d'exigences. Alors quand on parle de trop d'exigences, c'est peut-être trop de tests techniques, des entretiens, des tests de personnalité, peut-être trop d'entretiens, c'est-à-dire trop de rencontres. Donc attention à ne pas en faire trop. Alors évidemment, il y a d'autres éléments qui sont plus liés à l'organisation elle-même, mal organisée, on se sent pas bien, etc. Du coup, la suite, vous avez un profil qui vous intéresse, ne tardez pas sur la proposition, faites-le. Et doublé toujours par un mail. C'est un cabinet qui a fait une proposition, la candidate a accepté, le mail n'a pas été envoyé, la candidate est allée ailleurs. Parce qu'elle pensait que finalement, ça n'allait pas se faire. Quand je l'ai appelé pour dire, mais qu'est-ce qui se passe, elle m'a dit, j'ai jamais reçu d'offre. Quelqu'un d'autre m'a fait une offre, il m'a envoyé la promesse d'embauche, du coup, je l'ai accepté. La personne hésite. Et ça arrive, il y a 2-3 offres, soyez proactif. Proposez un rendez-vous supplémentaire. Passez-lui un coup de fil pour savoir ce qui se passe. Proposez-lui d'échanger avec quelqu'un de l'équipe. Plus vous créez du lien, plus vous le rassurez sur votre projet, plus il y a des chances qu'il va accepter ce livre. Combien de temps seriez-vous prêt à attendre après un entretien d'embauche avant de poursuivre? C'est intéressant, c'est que la majorité, c'est à peu près une semaine. Donc, le cabinet, les clients dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui allaient attendre un mois pour donner une suite, et c'est mort. C'est mort. Une semaine, c'est déjà beaucoup. Et dans un secteur, certains secteurs d'activité, vous ne comptez pas plus d'1 ou 2 jours. Vous êtes déjà arrivé d'accepter un offre d'emploi à l'oral et à cause d'un délai d'attente de la promesse d'embauche trop longue, vous avez accepté notre offre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a à peu près 20% à qui c'est arrivé. C'est pas un crime. Vous avez fait tout ce travail de trouver le collaborateur, passer les entretiens, lui vendre le poste, et parce que la personne, l'entreprise est trop lente à éditer la proposition, le candidat va ailleurs. À votre avis, combien de temps doit durer un processus d'intégration? Alors, on parle rapidement d'intégration, et on arrive à la fin de cette présentation. 2 à 4 semaines, 1 à 3 mois, donc selon le type de poste, le type de profil que vous avez, ça peut durer, voilà, si vous êtes sur un poste en cadre, c'est probablement mieux de faire un processus d'intégration sur 1 à 3 mois. Si vous êtes sur un profil non cadre, à 2 à 4 semaines, c'est déjà pas mal. En tout cas, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le recrutement ne s'arrête pas au moment où il commence chez vous. Alors, on va sauter ça pour aller plus vite. Alors, je fais un dernier slide rapide sur l'intégration du collaborateur du coup. Accueillir la personne chez vous personnellement. Vous avez participé au recrutement, surtout si vous êtes une petite entreprise, ou votre manager l'a fait, ou votre directeur de département l'a fait, je ne sais pas. Il faut qu'il soit là au premier jour. C'est important, ça permet de rassurer. Il y a ce lien qui continue. Après ça, il faut formaliser l'intégration. Alors, je vous mets quelques exemples là, de mettre en place un livret d'accueil, un parrain, intranet. Je pense surtout qu'il faut que vous fixez un parcours d'intégration avec des objectifs, avec des tests, mais des petites épreuves que vous allez valider au fur et à mesure pour vérifier que la personne que vous avez recrutée correspond à ce que vous, surtout quand vous recrutez des personnes relativement capées. Quand on recrute des débutants, évidemment, il ne sait pas faire grand-chose. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un qui correspond à la personnalité qu'on veut. Mais quand on est sur des gens qui ont 3, 4, 5, 6 ans d'expérience en plus, c'est beaucoup plus facile de vérifier s'il sait faire ce que vous pensez avoir recruté. Et là, il suffit de
mettre quelques petites épreuves, de contrôler certains de ces travaux au fur et à mesure de l'intégration de la personne pour qu'à la fin, vous puissiez relativement assurer sur ce qu'il sait faire et surtout, dès que vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous pouvez corriger. Et puis, planifier aussi des moments d'échange avec ces personnes. Première semaine, premier jour, peut-être autour d'un café à la cafette. Alors évidemment, en cette période de Covid, c'est plus difficile. Et des moments plus formels où chacun peut faire un retour sur ce qui va et ce qui ne va pas. En tout cas, ce qui est important à garder à l'esprit, c'est que dans la discussion, on peut résoudre des problèmes. Et voilà, et puis n'oubliez pas évidemment l'aspect dans ce recrutement côté collaborateur. L'intégration d'un collaborateur, c'est l'intégration d'un certain niveau dans une équipe. Et il faut que l'équipe l'accepte. Donc il faut que vous pensiez aussi, surtout quand vous êtes sur des profils en pénurie, que le risque existe que l'équipe ne l'accepte pas. Donc il faut que vous assurez, en communiquant de manière claire, en peut-être les faisant participer au recrutement, en peut-être faisant rencontrer le collaborateur en amont de son intégration auprès de l'équipe. Bref. Et puis garder un oreille sur le terrain pour voir s'il y a des choses qui ne vont pas, si l'intégration se passe bien ou si ça se passe pas bien. Et parfois, ces collaborateurs vont pouvoir vous signaler tout de suite qu'il y a un problème X, Y, Z. Voilà. On arrive au bout de cette présentation qui a duré à peu près 40-45 minutes. L'objectif, c'est d'être court pour vous permettre de poser des questions après. Donc, n'hésitez pas. Il y a un chat, j'ai oublié de vous dire au début. Donc, posez vos questions et ce serait mon mieux de répondre. Il y a des questions et s'il n'y en a pas, ben, comment rassurer un candidat quand tout le processus de recrutement passe en vidéo? Alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse simple à ça. Chaque situation est différente. Je conseille et je conseillerais toujours la communication. Plus on parle, plus on discute, plus il y a des chances qu'on va rassurer la personne sur ses problématiques. Il faut être surtout dans l'écoute et ne pas forcément être dans la vente. Il y a aussi la possibilité de lui donner les coordonnées d'une ou deux personnes de votre entreprise pour qu'elles puissent poser des questions à ces personnes et donc peut-être se rassurer sur ces éléments-là. Je pense aussi que rassurer quelqu'un, ça commence par le début. Plus on est structuré, plus on est cadré dans son processus de recrutement, plus la personne va être rassurée. Si on oublie d'envoyer l'email de confirmation, si on n'arrive pas à se connecter parce qu'il y a un problème avec le logiciel que vous utilisez, si vous ne communiquez pas efficacement après, etc. S'il est obligé de vous relancer, bref, plus vous êtes cadré dès le début, plus vous avez un processus qui tourne bien, mieux c'est. Comment mettre en avant sa culture d'entreprise quand on accueille un nouveau collaborateur en télétravail? Alors là, c'est extrêmement difficile. Et je le conçois. Je pense que c'est un problème que avec le déconfinement, on va voir de moins en moins. Mais je n'ai pas de solution simple là à vous donner. On a pris la partie de ne pas accueillir les gens en télétravail. Tout bêtement parce que c'est difficile de former et de motiver quelqu'un qui n'est pas là. Donc là, c'est d'un point de vue très pratico-pratique, on parle même pas de culture d'entreprise. Maintenant, comment maintenir et inculquer une culture d'entreprise? On peut faire des événements en ligne. On a fait, par exemple, un mois, un déjeuner vidéo où une personne propose une recette et tout le monde la cuisine en même temps, donc par équipe. C'était très sympa. On a mangé quelque chose avec cuisine à mes collaborateurs et on a bien rigolé. Donc après ça, c'est des événements one-off. On peut pas faire ça tous les jours, ça prend du temps. Donc je pense qu'il n'y a pas de solution simple là. Il faut probablement intégrer les gens en physique.
Quel est le moyen le plus efficace pour prendre contact avec un candidat qui n'a pas postulé à notre offre d'emploi? Euh, alors, c'est-à-dire comment prendre contact avec quelqu'un qu'on connaît ou qu'on a vu, mais qui n'a pas exprimé une volonté de changer de poste. Euh, alors, on s'approche là, à mon avis, plus à une mission de chasse ou d'approche directe. Alors, c'est un contact sur LinkedIn. Euh, et le moyen, ouais, là, c'est une bonne question. J'avoue que j'ai pas de réponse à vous donner là-dessus. Euh, parce que déjà, on a tendance à travailler avec des gens qui sont à la recherche d'emploi et donc qui veulent entendre, veulent être contactés. Euh, je pense que c'est simplement prendre son téléphone et appeler. Hein. Alors après ça, si vous n'avez pas le numéro de téléphone, c'est contacté par les réseaux sociaux, par LinkedIn. Et après ça, avoir une approche plutôt franche. J'ai vu votre CV ou j'ai entendu parler de vous. J'ai une opportunité à vous proposer. C'est ça, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je ne pourrais pas vraiment répondre efficacement à cette question. Euh, pardon, j'ai pas vu la fin. CV sur CV Tech. Autant pour moi. Donc, comment contacter quelqu'un qui a mis son CV sur CV Tech, mais qui n'a pas postulé à l'offre d'emploi? Alors là, s'il a mis son CV sur CV Tech, la réponse est simple, il a postulé. Il a postulé indirectement, c'est-à-dire qu'il s'est mis activement à la recherche d'emploi. Donc, il recherche un poste. Sur ce CV Tech, vous allez avoir ces critères de recherche approximativement. Hein. Évidemment, s'il travaille en tant que comptable dans une entreprise, a priori, il recherche un poste en comptabilité dans une entreprise ou dans un cabinet. Et après ça, il faut simplement l'appeler. Là, il faut pas chercher à intellectualiser le sujet. Il faut appeler. Et encore une fois, il faut avoir une offre d'emploi que vous pouvez présenter en quelques secondes en soulignant les points indispensables, ou les points les plus vendeurs du poste pour que la personne ait envie de poursuivre. Est-ce qu'on a d'autres questions là-dessus? Il y a des questions, pardon, je vais là. Ouais, donc là, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Alors, cette présentation sera disponible pour être téléchargée, il me semble. C'est enregistré et disponible sur YouTube. Si vous souhaitez avoir plus d'informations personnalisées compte tenu de vos problématiques, n'hésitez pas à me contacter directement. Vous avez mes coordonnées à la fin là. Alors, je suis sur la région parisienne, mais vous mettrez en contact avec la personne qui s'occupe de votre région. Je vous rappelle que c'est pas parce que vous nous contactez qu'on va forcément vous proposer de prendre votre recrutement. Hein. Donc, vous pouvez nous demander des conseils et on sera ravis de vous donner des conseils. Voilà. N'hésitez pas. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que ça a été intéressant pour vous et je vous souhaite du coup un très bon déjeuner et une très bonne journée.